Tout simplement parce que la question de l'étude des sciences et en particulier de l'étude de l'astronomie est une question qui s'est posée très très longtemps et chez les Talmidei Chachamim à toutes les époques. Et il y a eu des discussions, des opinions pour, des opinions contre. Il y a eu énormément d'influences qui pouvaient provenir de ce que l'on savait de l'astronomie chez les non-juifs, chez les savants, chez les Grecs, chez les savants zoroastriens et tout au long du Moyen-Âge et autres. Et on voit chez les Talmidei Chachamim, on voit aussi ces influences qui apparaissent. Je n'ai pas l'intention ce soir de rentrer dans ce genre de choses-là. C'est pour ça que je me suis permis de mettre cet avertissement qui est en définitive parallèle à celui qu'on voit au début d'un film. Toute ressemblance entre, etc., etc. Ici, toute ressemblance entre des positions de certains Talmidei Chachamim est tout à fait concrète et c'est exprès qu'elle est là. Néanmoins, aujourd'hui, je ne voudrais pas rentrer dans ce genre de discussions, voire même des discussions qui ont tourné avec les époques à la polémique. Nous allons voir, vous verrez que dans certains cas, j'ai adopté de façon déclarée la position de certains des Talmidei Chachamim. Ce n'est pas que je méprise la position des autres, mais tout simplement, pour ce soir, la discussion en question ne sera pas mon sujet. Et je voulais simplement commencer avec un autre écran, tout simplement dans une des feuilles qui sont distribuées dans les synagogues le Shabbat, à l'époque de Parashat Beshalach, où on était très proche d'événements astronomiques qui ont fait les titres des journaux, que ce soit l'éclipse totale de soleil qui a eu lieu en hiver dans le Grand Nord, ou que ce soit une éclipse triple de soleil qui a eu lieu sur Jupiter. Ça avait donné lieu à un certain nombre d'interventions dans différentes feuilles de Shabbat. Il y en avait entre autres une dans laquelle il y avait eu une déclaration qui avait été faite au nom du Rambam et qui en fait était extrêmement en mode mineur, disant que pour le Rambam, l'importance de ces études-là, de sciences et de ce qu'ils appellent Chochmot ou Mot HaOlam, les sagesses des peuples du monde, à savoir pas celles qui appartiennent au peuple juif, celles qui viennent d'ailleurs, c'était avec une position relativement inférieure, une position relativement mineure, et je ne suis pas sûr que, par exemple, cet extrait que je vous présente là, je ne vais pas le traduire. Pour ceux qui le comprennent, tant mieux. Ceux qui ne le comprennent pas, c'est pas très très grave. Mais beaucoup de gens, en fait, utilisent le Rambam pour justifier une déconnexion quasi totale entre la Torah et les sciences. Et comme nous avons commencé à le percevoir à travers notre étude en commun depuis quelques semaines déjà, ça n'est pas du tout un point de vue auquel j'adhère. La Torah commence par le livre de Bereshit, par le livre de la Genèse, avec une première paracha qui s'appelle Bereshit aussi, qui nous décrit la création du monde et les différentes étapes qui sont nommées les 6 jours. Certains appellent ça Yemé Bereshit ou Yemé Abriya. Appeler ça les jours de Bereshit, oui. Les appeler les jours de la Bria, non, puisque la Bria c'était un instant à l'extrême début. Nous aurons l'occasion, j'espère, d'en reparler plus tard. Toujours est-il que dans ces versets-là et dans cette description-là, on va retrouver un verset qui nous dit « Vaya as Elohim et Rakia » et Dieu a créé les cieux, quelque chose qui s'appelle Rakia. Il a fait les cieux, le ciel. « Vayavdel ben hamayim asher mitachat la Rakia ou ben hamayim asher me'al la Rakia vayichen » et il a fait une séparation entre les eaux qui sont en dessous de ce qui est appelé Rakia et les eaux de ce qui sont au-dessus de ce qui s'appelle Rakia, Vayichen, et il en fut ainsi. Le Vayichen étant là pour nous dire que les choses s'appliquent exactement tel que Dieu les décidé. Et ça pourrait correspondre, dans la vue de certains, à une vision du monde dans laquelle le monde était organisé sous différentes sphères. Il y avait entre autres une sphère qui était limitée par la position de la Lune, et il y avait ce qui était au-dessous de la Lune et ce qui est au-dessus de la Lune. Et on pourrait avoir là donc une idée d'eau qui sont en dessous de cette sphère-là et d'eau qui sont au-dessus de cette sphère. Toujours est-il que, sans parler de cette façon-là, parce que maintenant, depuis l'époque de Copernic et ses collègues, un peu avant, un peu après,
On sait qu'une sphère qui est limitée par la Lune, et de faire la distinction, en fait, une dichotomie entre ce qui est en dessous du niveau de la Lune et ce qui est au-dessus du niveau de la Lune, n'a, du point de vue de l'astronomie telle que nous la connaissons aujourd'hui, aucun sens. Toujours est-il qu'effectivement, sur la planète Terre, il y a énormément d'eau, que c'est probablement la planète la plus aqueuse que l'on connaisse pour l'instant, en tout cas dans le système solaire, mais il y a beaucoup d'eau aussi au-delà, puisque on a repéré de l'eau, soit par exploration directe, avec des sondes qui sont allées survoler certaines planètes ou certains satellites de planètes, d'autres sondes qui sont allées à la rencontre d'astéroïdes ou à la rencontre de comètes. Et en fait, si on regarde la structure du système solaire, on va trouver une structure qui est un petit peu différente de celle à laquelle on avait été habitué. Aujourd'hui, on en connaît beaucoup plus que ce que l'on connaissait, ne serait-ce qu'à l'époque où moi j'étais élève de lycée, où on nous racontait ce genre de choses-là. Et par exemple, plutôt que de regarder les deux dessins qui sont là sur le côté gauche, un qui nous montre un système solaire plutôt aplati comme une crêpe, avec le soleil au milieu et les orbites d'un certain nombre de corps célestes qui tournent autour du soleil, avec une particularité pour l'orbite de Pluton, mais on le voit mal parce que le dessin est petit. L'autre dessin nous présentant une représentation beaucoup plus tridimensionnelle, un peu comme une espèce de très grande sphère, avec cette espèce de disque que l'on peut deviner au milieu. On peut le voir un petit peu mieux sur cette image-là, où vous avez au centre, vous voyez le soleil, avec les différentes planètes internes, les planètes rocheuses, Mercure, la plus proche du Soleil, ensuite Vénus, ensuite la Terre et ensuite Mars. Et puis au-delà de Mars, il y a toute une ceinture qu'on appelle une ceinture d'astéroïdes. Ça fait quelquefois les gros titres des journaux parce qu'il y a toujours des journalistes pour faire peur à tout le monde en disant qu'il faut faire très attention parce que dans X dizaines, centaines, milliers, millions d'années, il est possible qu'un astéroïde tombe sur la Terre, fracasse la Terre et alors ce sera encore pire que ce qui s'est passé d'après un des modèles d'anéantissement des dinosaures. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, et on parlera peut-être de ces astéroïdes qu'on appelle des géocroiseurs une autre fois. Au-delà de l'orbite de Mars, donc, il y a cette ceinture d'astéroïdes, et puis il y a les orbites des grandes planètes, des planètes géantes, qui sont globalement des planètes gazeuses, Jupiter tout d'abord, puis Saturne, ensuite Uranus, Neptune. Pluton a été dégradé il y a quelques années par l'Union astronomique internationale du rang de 9e planète à un rang de ce qui s'appelle une planète naine. Vous voyez que son orbite aussi est très très atypique. Il y a tout un tas d'autres caractéristiques pour les autres planètes. Vous avez seulement Saturne qui est représenté avec des anneaux, parce que pendant des années, on a cru qu'il n'y avait que Saturne qui avait des anneaux. C'est vrai qu'ils sont parfaitement spectaculaires, mais on a découvert que d'autres, comme Neptune et Uranus, avaient aussi des anneaux, mais ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus transparents. Enfin bon, c'est pas mon sujet maintenant, mais je vous rappelais ça simplement parce que ce sont des choses dont on parle fréquemment. En fait, la structure du système solaire est beaucoup plus complexe que celle qui est montrée par cette première image à gauche. On a donc sur la nouvelle image une nouvelle représentation dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et au-delà de cela, la ceinture d'astéroïdes. Les astéroïdes sont des corps plus ou moins grands, ils peuvent avoir même éventuellement une dizaine de kilomètres de diamètre, mais ils sont assez irréguliers. Les planètes, en fait, une des exigences, entre guillemets, de l'Union astronomique internationale pour que quelque chose soit dénommé planète est que, sous l'effet de la gravitation, petit à petit, elle ait pris une forme sphérique ou plus ou moins sphérique. Les astéroïdes ne le sont pas forcément, ils ont souvent des formes très irrégulières. Puis après, on va retrouver Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et puis vous voyez Pluton qui est camouflé quelque part dans une espèce de ceinture, dans un domaine qui ressemble encore à cette ceinture d'astéroïdes et qu'on appelle la ceinture de Kuiper. J'imagine qu'on doit dire Kuiper parce que c'est un hollandais. Et c'est aussi une immense ceinture d'objets très petits, certains extrêmement petits, d'autres relativement grands comme Pluton, et qui orbitent autour du Soleil, mais à des distances qui nous paraissent à nous phénoménales. En réalité, il y a encore d'autres choses bien plus loin. On pense que c'est de la ceinture de Kuiper que viennent un certain nombre de comètes. On n'en est pas toujours sûr, certaines viennent de la ceinture d'astéroïdes. Mais en fait, il y a encore plus loin quelque chose qui s'appelle le nuage de Oort, et qui lui a une forme pas franchement sphérique, mais un petit peu plus, et qui est encore plus loin que la ceinture de Kuiper, et dans laquelle il y a aussi énormément d'objets, et une théorie qui est assez acceptée de nos jours, et que c'est de la ceinture du nuage de Oort aussi que proviennent certaines des comètes que nous voyons passer.
Bon, tout cela, c'était pour vous parler un petit peu de la structure générale du système solaire, mais vous allez voir qu'on va aller se promener encore plus loin. Une comète extrêmement connue qui est passée pas très loin de la Terre il y a quelques années à peine. Elle est très connue, elle s'appelle la comète de Halley. Évidemment, tous les objets célestes portent les noms que les scientifiques leur ont donnés. Souvent, ce sont des noms d'astronomes connus ou d'astronomes qui les ont découvertes ou quelqu'un qu'on a voulu honorer. La comète de Halley est une comète. Vous me permettrez de ne pas donner aujourd'hui, en tout cas pas maintenant, la définition complète d'une comète. Je pense que je vais garder ça un petit peu pour une autre fois. Toujours est-il que la comète de Halley est un objet céleste qui revient dans la banlieue du Soleil à peu près tous les 70 ans. Et vous avez au centre une description de l'orbite de la comète de Halley. C'est cette espèce de parabole que vous voyez avec des franges en direction opposée de celle du Soleil. Autour du Soleil, vous avez quelque chose qui représente l'orbite de la Terre. Et tout simplement, la comète de Halley se déplace dans un plan qui est le même que celui de l'orbite de la Terre. Elle coupe l'orbite de la Terre à un moment, se rapproche du Soleil et s'en éloigne de nouveau. Ces espèces de chevelures que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la queue de la comète. Ce sont des matériaux qui sont éjectés de la comète sous l'influence du Soleil, que ce soit la chaleur, que ce soit ce qu'on appelle le vent solaire, c'est-à-dire des jets de particules qui proviennent du Soleil qui sont extrêmement énergétiques. Et cette chevelure devient de plus en plus grande au fur et à mesure que la comète se rapproche. Vous allez certainement en entendre parler de plus en plus, voir ça dans les journaux, puisque sur une certaine comète, l'Union spatiale européenne a réussi à poser un robot qui s'est réveillé la semaine dernière. De nouveau, ça je vais le laisser pour une prochaine fois où on parlera un petit peu plus de comètes et de ce genre d'exploration-là. Toujours est-il que cette comète de Halley, que l'on connaît depuis déjà un certain temps, quelques centaines d'années, eh bien, il semble que dans la Gemara, dans Maseret Horayot, en tout cas dans la Mishnah, on en voit une trace. Qui est de Rabbi Gamliel, de Rabban Gamliel, de Rabbi Yoshua, Havu Azli Bishfinata. Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua étaient allés en bateau et pendant qu'ils voguaient, ils ont vu quelque chose qui a un petit peu désorienté les marins, parce que vous savez qu'à l'époque, les marins se guidaient grâce à leur connaissance des étoiles. Il y avait un certain nombre d'étoiles fixes qui leur permettaient de s'orienter de façon assez précise d'ailleurs. C'est une science qu'on a un petit peu perdue. Et puis à un moment est apparue une étoile supplémentaire, ce qui a un petit peu dérangé les gens. Je ne sais pas si vous connaissez la blague de mauvais goût qui avait lieu, que certains savaient faire à l'époque où j'étais relativement jeune. Les gens avaient des mobylettes et puis pour les entretenir, souvent des gens démontaient le moteur et alors ils étalaient sur une couverture ou sur un morceau de tissu ou un morceau de carton à côté, ils étalaient toutes les pièces et puis au moment de remonter, un mauvais plaisantin était passé par là et avait rajouté un boulon. Alors ils se retrouvaient remonter leur moteur et puis il restait un boulon qu'on n'avait pas mis, donc c'était la panique complète. Alors bon, ça c'était une très mauvaise blague, mais d'un autre côté, quand on se guide après les étoiles et qu'il y a brusquement une étoile qui vient un petit peu perturber le ciel tel qu'on le connaissait, ça pouvait poser un problème. Et d'après la description que les Chachamim qui ont vu donc cette étoile supplémentaire juste à ce moment-là où ils étaient en train de naviguer, d'après la description qu'il y a dans ce texte-là ou dans des textes voisins, mais plutôt ici, on a probablement une apparition de la comète de Halley. Et on voit donc une observation astronomique qui apparaît à l'intérieur de la Gemara. Le Rav Tzvi Elimelech Shapira Midinov, qui a écrit un livre très connu, un livre qu'on appelle le Bnei Issachar, ce qui fait que beaucoup de gens ne savent pas quel est le vrai nom de l'auteur, et on l'appelle le Bnei Issachar, nous dit la chose suivante. Ashrei mi shezacha beyalduto lilmod kol obek hachokma anifla'a shel hiluch hamazalot becheshbon hatkufot beshimur ubemishkal כגון כקידוש החודש להרמב"ם ובספר תכונות השמיים ובספר נחמד ונעים כי הוא מצווה גדולה ובפרט בזמננו שאין מקיימים המצווה הזאת כתקנה בבית דין הגדול שבירושלים והלימוד עולה במקום העשייה.
Rabbi Tzvi Elimelech Shapira de Dinov nous dit que heureux celui qui, dans sa jeunesse, a eu l'occasion d'étudier en profondeur cette science extraordinaire, il parle donc de l'astronomie, cette science extraordinaire des trajectoires des constellations et le calcul des époques, des périodes de calcul des saisons, mais bien plus que cela, et qui sont des choses que l'on connaissait, entre autres parce que à l'époque du Sanhedrin, Rosh Chodesh était décrété par le Sanhedrin lorsque venaient des témoins qui avaient vu la nouvelle lune. Et en fait, on sait que la connaissance astronomique de Rabban Gamliel était extrêmement vaste, qu'il avait des tableaux descriptifs qui lui permettent d'interroger les témoins en leur demandant de montrer sur les tableaux ce qu'ils avaient vraiment vu, et donc une vraie connaissance astronomique. Et Rabbi Tzvi Elimelech cite entre autres les écrits du Rambam et un livre qui s'appelle Sefer Nechmad Venaim. Ce livre-là a été écrit par Rabbi David Gans, qui était, à une époque, il a été l'élève du Rama, Rabbi Moshe Isserlis, à Cracovie. Puis, quand il a quitté Cracovie pour se rendre à Prague, il a été l'élève du Maharal. Et même si le Rama à Cracovie et après le Maharal à Prague avaient des positions légèrement différentes, l'un comme l'autre soutenaient extrêmement fortement l'étude de cette science qu'on appelle l'astronomie. Rabbi David Gans était d'ailleurs un des assistants dans l'équipe de l'astronome bien connu Tycho Brahe, qui était un astronome d'origine danoise, mais qui s'était installé à Prague et qui a été l'astronome officiel de l'empereur, du roi Rodolphe, là-bas à Prague. Et on sait que le Maharal a rencontré cet empereur Rodolphe, et son élève David Gans faisait partie donc de cette équipe d'astronomes, et ce livre, Nechmad Venaim, est un livre d'astronomie. Le Rama, que j'ai cité juste avant, a écrit des livres que nous connaissons ses gloses sur le Shulchan Aruch, ce qu'on appelle Haga, là-bas dedans, mais en fait il a écrit tout un tas d'autres livres, et en particulier dans un livre qui s'appelle Torah Ta'ola, qui est essentiellement consacré à l'étude des règles concernant les holocaustes. Il a consacré un paragraphe à l'importance de l'étude de l'astronomie. Toujours est-il que Rabbi Tzvi Elimelech Shapira dit « Heureux celui qui a pu étudier ces sciences-là quand il était jeune, s'il ne l'a pas fait, il pourra toujours essayer de l'étudier après, mais il n'aura plus le temps de le faire, et c'est bien dommage, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, et il le décrit bien sous une double forme, comme l'étude de Hilou Hamazalot, l'étude des trajectoires des constellations, les Cheshbon Atkufot et les calculs des périodes, les calculs des époques, ce qu'on appellerait nous aujourd'hui les calculs des éphémérides. Si je peux me permettre une traduction extrêmement moderne, les constellations, c'est quelque chose qui fait partie de l'espace, ce sont les étoiles, ce sont les galaxies que l'on voit dans l'espace. À l'époque de Rabbi Tzvi Elimelech, on ne savait pas ce que c'était qu'une galaxie. Notre univers a énormément grandi dans les 120 dernières années. Il y a, au début du XXe siècle, on ne connaissait pas toutes les galaxies qu'on connaît aujourd'hui, on pensait qu'il y en avait une seule, celle dans laquelle nous vivons, la Voie lactée. Toujours est-il qu'il y a là une mention de l'espace, avec les calculs de position et de trajectoire de constellation, et il y a aussi une étude du temps pour les éphémérides. On se retrouve donc avec quelqu'un qui est en train de nous dire qu'il faut s'occuper d'espace-temps. J'imagine que pour certains d'entre vous, ça dit quelque chose, au moins de façon un petit peu superficielle. On va faire un grand saut dans le temps, un grand saut de facilement 200 ans pour voir une citation de Rabbi Yitzhak Ginsburg. Rabbi Yitzhak Ginsburg est un rabbin contemporain qui a une yeshiva dans le Shomron, à côté, pas très loin de la tombe de Joseph. Quand on a malheureusement abandonné la tombe de Joseph et que la yeshiva a dû se déplacer, elle est dans un village pas très loin, dans Samarie, dans le Shomron. Alors Rabbi Yitzhak Ginsburg est un physicien, c'est un rabbin, il fait partie de la mouvance Chabad, et il est d'origine américaine. Dans un de ses livres, des cours sur la Torah et la physique moderne, qui a été écrit, qui a été rédigé, publié, suite à une série de cours qu'il a donné il y a quelques années à Los Angeles, un paragraphe intéressant est que ce passage du Talmud, je ne vous ai pas encore dit lequel, dit même que quiconque est qualifié est capable et a l'esprit qu'il faut, c'est-à-dire que l'intelligence nécessaire pour étudier cette science
en accord avec la Torah et qui ne le fait pas et qui étudie seulement la Torah, même s'il devient un grand sage en Torah, vous n'avez pas le droit de lui demander ne serait-ce qu'un enseignement unique. C'est une phrase extrêmement forte, c'est une affirmation extrêmement puissante. Certains diraient que, bon, très bien, c'est son droit de n'étudier que la Torah, de ne pas étudier de sciences, mais on va découvrir petit à petit de nouvelles notions, de nouvelles situations dans lesquelles notre compréhension de la Torah est très insuffisante si nous ne savons pas l'accompagner d'une compréhension de ce pourquoi la Torah a été donnée, à savoir la conduite du monde. Il faut donc connaître quelque chose de ce monde et c'est ce qu'on va essayer de développer un petit peu par la suite. En fait, le texte de la Gemara et je reviens derrière, oui, que le Rav Ginsburg cite, en disant ce passage du Talmud dit que, etc., eh bien c'est un texte qui est dans Masechet Shabbat. Tout simplement dans Masechet Shabbat, à la page 75, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara. Donc, Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, qui lui-même disait au nom de bar Kapara, Kol hayodea lechashev bitkufot umazalot ve'eno choshev, quiconque est capable de faire des calculs d'éphémérides et de constellations et ne le fait pas, eh bien, il y a un verset du prophète Isaïe qui s'applique à lui. Poal Hashem lo yabitu, ils ne prendront pas en considération les actions de Dieu, ou Maaseh yadav lo ra'u, et l'œuvre de ses mains, eh bien, ils ne l'ont pas vu. Ce que nous dit donc Rabbi Shimon ben Pazi au nom de Rabbi Yoshua ben Levi au nom de Bar Kapara, c'est que celui qui a la possibilité de s'occuper d'astronomie et ne le fait pas, eh bien, il exprime un désintérêt total pour la création que Dieu a faite et qu'il nous a présentée et donnée. Bon, lui nous parle simplement de désintérêt. Tant pis pour lui. Il y a quelque chose qu'il pourrait faire et qu'il ne fait pas, c'est son problème. Tant pis pour lui. Il n'en demeure pas moins que le verset qui est cité à son sujet est un verset extrêmement dur. Il est à peu près traité la personne qui est dans ce cas-là est à peu près traitée de renégat, puisqu'il n'a aucun intérêt pour la création divine. Alors, bon, il n'est pas de chez nous, quoi. C'est ce qu'on dirait en langage un petit peu moderne. Mais regardez bien ce qui vient après. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Donc, Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yochanan, Minaïn chez mitzvah ala adam lechashev tkufot umazalot, d'où sait-on que c'est une mitzvah pour l'homme de faire ses calculs de constellations et d'éphémérides? Eh bien, c'est parce qu'il est écrit dans le livre de Devarim, c'est dans la paracha de Devarim, le Deutéronome, ou shmartem va'asitem, et vous les garderez, il s'agit de garder, nous comprenons les mitzvot, va'asitem, et vous les accomplirez, kihi chochmatrem ou vinatrem le eneamim, parce qu'elle est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations. De qui parle-t-on? De la Torah, évidemment. C'est comme ça que nous comprenons le verset. Que nous dit Rabbi Shmuel bar Nachmani? Il nous dit de quelle intelligence, de quelle sagesse aux yeux des nations s'agit-il? Heve Omer, il faut répondre, c'est l'astronomie. Et faites bien attention, il y a une différence monumentale entre ce que nous a dit Rabbi Shimon ben Pazi au nom de Rabbi Yoshua ben Levi au nom de Bar Kapara et ce que nous dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Pazi au nom de Rabbi Yoshua ben Levi au nom de Bar Kapara nous dit que c'est une bonne chose de le faire, que celui qui ne le fait pas, il exprime un désintérêt pour la création divine. Bon, exprimer un désintérêt, tant pis pour lui. Mais ce que nous dit Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yochanan, il faut le savoir, Rabbi Yochanan, c'est un des sages les plus importants de toute l'histoire du Talmud. Il nous dit que c'est une mitzvah de s'occuper de cela. C'est pas bon si tu as le temps, si tu peux, si tu as un petit peu d'intérêt ou tu as ça comme hobby, mais c'est une mitzvah a priori, parce que c'est cette connaissance-là qui est notre sagesse et notre intelligence, ou du moins c'est comme cela que les non-juifs peuvent nous voir. C'est une affirmation, c'est un enseignement extrêmement fort, et c'est sur la base de cette affirmation-là que le Maharal lui-même va nous le dire. Ki chochmatrem ou vinatrem le'enei kol ha'amim, et ze chochma shehi le'enei kol ha'amim, heve omer ze achoshev tkufot umazalot. Il cite dans ces mots ce texte-là de la Gemara. Et il nous dit tout simplement que
Je vais passer aux nouvelles lignes qui sont indiquées en jaune en sautant un petit peu. Vous savez quoi? Non, on va regarder ces lignes qui sont écrites en blanc. Parce que toutes ces planètes, ces étoiles, tout ce qui existe là-haut dans le ciel, eh bien, c'est l'œuvre de Dieu. Et ça a été appelé Shamaim Maase Yadav, l'œuvre de ses mains, ainsi qu'il est dit dans les Teilim, dans les psaumes au chapitre 8, Kir'e Shamecha, parce que je vais voir, je vais contempler les cieux, Maase Etzbeotecha, l'œuvre de tes doigts. Vezeki Mina Shamaim Yachola Adam Le'akir Mehem Ma'alat Apoel. Parce que c'est l'observation des cieux qui peuvent permettre à l'homme d'appréhender, de connaître la grandeur de celui qui agit et qui les a fait, Asher Pa'al Otam, qui les a créés. Val Godel Kocho Ve'al Chochmato. C'est comme ça qu'on peut découvrir l'ampleur de sa puissance et de sa sagesse, Kasher Mitbonen de Ma'alach Shelahem, parce qu'il lorsqu'il va étudier les trajectoires des étoiles et des planètes et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il est dit que c'est cette observation, c'est cette compréhension profonde qui est notre sagesse aux yeux des nations. Et de là, nous allons apprendre que l'homme doit impérativement apprendre tout ce qui peut lui permettre de comprendre le monde. Et c'est une obligation qui a kol maaseh Hashem, parce que tout est l'œuvre de Dieu, et yesh la amod alehem, et il faut les comprendre, il faut maîtriser ce qui se passe, ou les hakir al yedeze bor'o, et de cette façon-là, connaître le Créateur. Cette phrase, ces affirmations extrêmement fortes du Maharal, et ce n'est pas quelque part dans un coin, je tiens à le préciser, oui, vous voyez bien que c'est pris d'un livre qui s'appelle Netivot Olam, Netiv HaTorah au chapitre 14. Il faut savoir que le Maharal n'est pas quelqu'un qui a beaucoup varié dans son existence. Quelquefois, chez certains sages, on voit que dans leur jeune temps, ils ont écrit quelque chose et plus tard, ils reviennent en arrière, changent leur opinion. Chez le Maharal, ce n'est pas le cas. On sait qu'il a écrit tous ses livres pratiquement en même temps. En gros, que tous ces livres étaient présents dans sa tête au moment où il a commencé à écrire, ce qui permet d'avoir ce que l'on appelle en anglais des cross-references. Tous les livres ramènent à tous les autres livres. Il y a des influences croisées, il y a des références croisées dans tous ces livres. Et donc, ce que nous allons rencontrer ici dans un de ces livres que nous avons, Netivot Olam, ben, tout simplement, ça nous dit bien ce que le Maharal a pensé de façon extrêmement forte. Donc, personne ne viendra nous dire, oui, mais 20 ans plus tard, il a écrit le contraire. Ça n'est pas le cas. Son élève, Rabbi David Gans, a cité non seulement le Maharal, mais aussi son maître d'avant, Rabbi Moshe Isserlis, le Ramat, à Krakow, et il dit, Chassid, Mori Rabbi Asher, Temachani Gidalni, Mori Rabbi Moshe Isserlis, Zichrono Libracha, Gam Hu It Orer Beze Sifro Torah Ta'ola Perek Kaf, lui aussi dans son livre Torah Ta'ola au 20e chapitre, de la première partie de son livre, dit Ve'im Yomar HaOmer Shedivrei Chachamim Zal Mekubalim Ve'efshar Sheken Hu Lo Achalek Alav. Si quelqu'un dit que ce que les Chachamim nous disent, je pense que c'est effectivement complètement accepté, je ne dirais certainement pas le contraire. C'est comme ça qu'on l'a reçu et c'est comme ça que les choses doivent être. Le Rabbi Moshe Isserlis développe là-bas dans son livre Torah Ta'ola cette importance qu'il y a d'étudier les cieux. Cette citation de Rabbi Tzvi Elimelech, nous l'avons déjà vue, j'avais en fait commencé par elle. Maintenant, si on revient à elle, et on voit qu'il se base sur ce qu'on dit le Rama, le Maharal, Rabbi David Gans, dans son livre Nechmat Venaïm, il insiste beaucoup sur le fait qu'il est important d'étudier cette science-là. Je tiens à préciser que nous savons tous que tout le monde n'est pas capable d'étudier tout. Il y a des gens qui ont une disposition particulière pour tel domaine ou pour tel autre domaine. Il est évident qu'Adam Lomed et Foshelibo Chapet, c'est vrai, pour étudier tel traité de Gemara ou tel autre traité, et peut-être pas de la Gemara mais autre chose, et c'est vrai pour tous les autres domaines. Et telle personne qui aura des dons particuliers pour la biologie n'en aura pas forcément pour l'astronomie, personne ne lui en voudra. De toute façon, la Gemara dans Maseret Shabbat avait bien insisté sur le fait, celui qui en a l'aptitude et qui ne le fait pas,
Eh bien, dans le meilleur des cas, c'est un gâchis monumental. Et peut-être que c'est l'occasion de citer ce que disait Rabbi Zoucham Yanipoli. Quand il était sur son lit de mort et que ses amis sont venus le voir et qu'ils voyaient à quel point il avait peur de la mort, il pleurait, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu crains autant la mort? On ne comprend pas. Quelqu'un comme toi, ça n'a pas de sens. Et il leur a dit, c'est pas tellement ça, mais là-haut, quand je vais arriver, eh bien, ils vont me poser des questions. S'ils me demandent, pourquoi n'as-tu pas été Moshe Rabbeinu? Eh bien, vous savez, là, j'ai une très bonne réponse. Et s'il me demande pourquoi n'as-tu pas été Zoucha, là, je ne saurais pas quoi dire. Eh bien, c'est un peu ça ce que nous dit la Gemara quand elle nous dit que celui qui a l'aptitude d'étudier l'astronomie et ne le fait pas, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a pas essayé d'être Zoucha jusqu'au bout. Alors, nous allons voir un petit peu quelques points qui peuvent nous aider, qui peuvent nous éclairer, qui peuvent nous montrer une voie d'étude intéressante. Une nouvelle fois, le verset en haut, Shamaim Mesaprim Kevod El Umaseh Yadav Magid Arakia, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains est dite par le ciel. Je ne sais pas si vous avez deviné ce que l'image que je vous présente là représente. Eh bien, je vous disais il y a quelques minutes qu'il y a 120 ans, on croyait qu'on avait une seule galaxie, celle dans laquelle nous vivons, la Voie lactée, qu'il n'y en avait pas d'autres. Et puis petit à petit, on a réussi à en découvrir un certain nombre d'autres. Eh bien, tout simplement, chaque tache que vous voyez là, certaines petites, d'autres un peu elliptiques, d'autres plus grandes, d'autres, tout ça, ce sont des galaxies. Ce sont des galaxies extrêmement lointaines. Cette image-là représente ce qu'en anglais on appelle un cluster. C'est un amas de galaxies, extrêmement loin, à des milliards d'années. C'est une image qui a été prise par le télescope spatial Hubble, qui appartient à la NASA, de ce que l'on appelle l'espace profond. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu, d'essayer de comprendre les formes que l'on voit, de comprendre certaines ellipses, mais surtout de comprendre certains arcs, des arcs de cercle, comme ce que vous avez sur la partie centrale à gauche, où vous voyez des espèces d'arcs de cercle qui entourent un amas assez fort de galaxies. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. En tout cas, en voilà un autre. Et ce dont j'ai envie de vous parler maintenant, c'est quelque chose qui est frappant ici. Vous avez un certain nombre de taches, chaque tache représente une galaxie, et vous avez des espèces d'arcs. Les taches sont plutôt jaunes, dorées. Les arcs que vous voyez, il y en a quelques-uns très fins au milieu, il y en a un qui est presque horizontal sur le côté gauche, il y en a un qui est presque vertical, puis il y en a un qui est très gros, très impressionnant sur le côté droit, très étendu. Il faut savoir que ça, ce sont des millions d'années-lumière de longueur, oui. Et puis il y a des endroits où on voit des taches plus fortes, peut-être ce sont des galaxies qui sont un petit peu derrière, ou bien des amas d'étoiles qui sont à l'intérieur de cette chose-là. Eh bien, cet amas de galaxies que vous voyez là, bon, il s'appelle dans la nomenclature Abel 370, et il fait aussi partie de cette étude de longue haleine faite à l'aide de télescopes spatiaux comme Hubble pour aller explorer le ciel extrêmement lointain. Et vous savez que comme la lumière voyage à une vitesse finie, le ciel extrêmement lointain nous présente une image de quelque chose extrêmement loin dans le temps aussi. La lumière se déplace extrêmement vite, mais malgré tout à une vitesse finie. Et donc, nous ne voyons rien instantanément. Si quelque chose est vu et que nous avons pu mesurer sa distance à 10 milliards d'années-lumière, ça veut dire que la lumière a voyagé pendant des milliards d'années avant d'arriver à nous. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'en voyageant vers nous, la lumière va traverser des déformations de l'espace. Parce que nous sommes habitués à ce que la lumière voyage en ligne droite, avec tous les projecteurs que nous connaissons, les faisceaux laser qui sont utilisés, comme par exemple ceux que nous avons peut-être un petit peu ratés la semaine dernière, avec le Festival de la Lumière sur les murailles de Jérusalem. Essayez d'être là l'année prochaine pour le voir, ça en vaudra la peine, c'est très très beau. Et il y a comme ça des phénomènes qui sont présentés, des spectacles avec des projecteurs laser. On voit effectivement que c'est composé de lignes extrêmement droites. Mais sur des petites distances de 10, 20 mètres, 30 mètres, d'accord, mais sur des distances de millions ou de milliards d'années-lumière, ça ne marche pas exactement comme cela. Et il y a des choses qui s'appellent des lentilles gravitationnelles.
Ouais, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, avec quelques mots simples, de quoi il est question. Une conséquence de la théorie de la relativité générale nous dit que la présence d'un corps massif déforme l'espace-temps. Regardez l'image qui est à droite, vous avez comme ça un lit avec une couette, et puis au milieu de la couette on voit un coussin, et sur le bord du coussin il y a un chat. Et bien tout simplement le chat, par sa masse, enfonce un petit peu la surface de la couette. Oui? Donc la couette qui a peut-être été mise par la maîtresse de maison de façon relativement plate, relativement aplanie, eh bien, la présence du chat l'a enfoncé à un endroit, et donc on va se retrouver avec une déformation. Mais ce qui a provoqué ça, c'est que le chat a une certaine masse. Oui, ce chat pèse 4 kg, 5 kg, c'est suffisant pour enfoncer un petit peu la couette qui est en duvet. Mais la même chose se passe, peu importe la masse que l'on a, et par exemple un être humain déforme un petit peu l'espace-temps autour de lui, mais c'est tellement faible que personne n'est capable de le percevoir et de le mesurer. Mais quand il s'agit d'une planète, d'une étoile, d'un système planétaire ou d'un système d'étoiles ou d'une galaxie, c'est une masse gigantesque et la déformation peut être mesurée. C'est une conséquence de la théorie énoncée par Einstein en 1915 et cette théorie a pu être vérifiée pour la première fois par une preuve observationnelle lors d'une éclipse de soleil, une éclipse totale de soleil qui a eu lieu en 1919 et la preuve en a été apportée par un autre physicien, un autre astrophysicien qui s'appelait Eddington. Vous avez là à droite une photographie de Einstein avec Eddington tranquillement assis sur un banc et en train de deviser. J'imagine qu'il ne parlait pas franchement des cours de la bourse ni des résultats du PMU. Probablement le PMU n'existait d'ailleurs pas à l'époque. Donc cette conséquence de la relativité générale, la présence d'un corps massif déforme l'espace-temps, eh bien, ça a tout simplement comme conséquence quelque chose que vous pouvez voir. Je reviens à mon dessin, à cette photo au-dessus du chat qui est posé sur le lit. Ben, ce que vous pouvez voir, c'est que la couverture bariolée, en fait, cette couverture est faite de lignes droites. Il y a des lignes droites de différentes couleurs. Mais dans la mesure où elle a été déformée, les lignes droites ne sont plus des lignes droites. Et si vous essayez de pousser une balle de ping-pong, disons, sur, mettons, la ligne rouge qui est là devant vous, eh bien, votre balle de ping-pong ne va pas parcourir une droite. Si vous la posez sur une table plane, elle va parcourir une droite si vous ne faites rien de plus que lui donner une pichenette, une chiquenaude, pardon. Mais là-dessus, votre balle de ping-pong, eh bien, elle va parcourir sa ligne rouge, va un petit peu descendre dans le creux et remonter de l'autre côté. Eh bien, cette chose-là peut être vue, peut être faite aussi dans d'autres cas. Tout simplement, je vais d'abord, avant de vous raconter comment ça marche, tout simplement vous dire comment Eddington a pu faire sa mesure et vérifier que, effectivement, le trajet de la lumière était courbé par une masse importante, comme je vous l'ai montré pour notre balle de ping-pong sur cette couverture bariolée. Eh bien, il y a eu une éclipse totale de soleil à un moment quelconque en 1919, et tout simplement ce qui se passe, c'est que la Lune s'interpose entre le soleil et la Terre, et on ne voit pas la Lune puisque elle nous présente son côté opposé au Soleil. C'est ce qui se passe à Rosh Chodesh. Donc quand il y a une éclipse totale de Soleil, c'est toujours à Rosh Chodesh, ça a été le cas cet hiver. On verra une autre fois que lorsqu'il y a une éclipse totale de Lune, ça c'est au 15 du mois. Enfin, toujours est-il que la Lune s'interpose entre le Soleil et la Terre. Bien évidemment, les proportions ne sont pas gardées dans le croquis qui vous est présenté. Mais la Lune projette une ombre sur la Terre, mais elle en projette en fait deux. Elle projette une ombre très forte, ce que j'ai appelé le cône d'ombre, et là où ce cône d'ombre touche la Terre, c'est là qu'il y a une éclipse totale. Mais il y a un autre cône qui s'appelle un cône de pénombre qui entoure, qui est plus vaste. Là-bas, l'éclipse est une éclipse partielle. Donc vous avez ici, par exemple, quelque part en Afrique, sur la côte, en Guinée ou autre, vous avez là une éclipse totale. Mais si vous allez un petit peu plus loin et que vous remontez vers la Mauritanie, le Maroc et le Sahara en général, ben vous aurez là une éclipse partielle d'après le dessin qui vous est présenté. Et si la Lune occulte complètement le Soleil, et pour ceux d'entre vous qui ont vu une éclipse totale, j'ai encore le souvenir de celle que j'ai vue à l'époque où j'étais, je crois, au CM2, et on était sortis de l'école pour pouvoir la voir, eh bien tout simplement, il fait brusquement nuit là où on est, puisque le Soleil n'éclaire plus, et il fait très sombre, et on peut en plein jour, en fait, voir les étoiles. C'est ce qu'a fait Eddington. Eddington a pu avoir une observation d'étoiles
pendant cette éclipse totale du Soleil, et son observation, eh bien, il l'a comparée au calcul de la position de ces étoiles-là. C'est le dessin que vous voyez là sur le côté droit. Eh bien, tout simplement, les étoiles étaient supposées être quelque part derrière le Soleil. Mais comme le Soleil a courbé le trajet de la lumière qui venait de ces étoiles-là vers l'observateur, à la surface de la Terre, l'observateur avait l'impression qu'en fait, la position des étoiles était un peu ailleurs, légèrement écartée. Vous avez là 4 dessins d'étoiles. Les 2 intérieurs représentent la position réelle des étoiles telles qu'elles pouvaient être calculées sur le long terme. Et les 2 étoiles extérieures, en fait, représentent les positions apparentes telles que Eddington a pu les mesurer lors de cette éclipse. Ça a été la première vérification expérimentale de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et à gauche, vous avez un dessin, c'est beaucoup plus qu'un dessin, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus précis. En bas, vous avez cette représentation de la déformation de l'espace-temps qui est provoquée par la présence du Soleil, cette espèce de creux, cette espèce de puits qui est décrit. Et puis, vous avez les 2 étoiles un petit peu plus loin qui envoient leur lumière en direction de la Terre, mais leur lumière passe à l'intérieur du creux, donc leur trajectoire est déformée, ça passe légèrement, ça tourne un petit peu autour du creux pour revenir, et en fait, au-dessus, vous avez les diagrammes qui vous montrent en bas la position réelle des étoiles et en haut la position telle que l'observateur a pu les voir. Pourquoi c'est tellement important ça? Et pourquoi est-ce que j'ai consacré un peu de temps à vous en parler? Eh bien, tout simplement parce que si vous considérez maintenant l'image que je vous montre, cette image-là représente une partie de l'univers. Certainement pas tout l'univers, pas non plus tout l'univers observable, mais chaque petite tache blanche représente une galaxie. Alors, vous pouvez imaginer que dans ce parallélépipède, on parle de millions et de milliards d'années-lumière de longueur, de largeur, de hauteur et autres, et simplement sont schématisés 3 trajets de lumière. Entre, au fond, à gauche, 3 sources, et à droite, les points d'arrivée, là où on essaie d'observer. Et vous voyez que les trajets de lumière ne sont pas représentés par des lignes droites, ils sont représentés par des lignes extrêmement courbées, ce qui nous semble à nous chaotique, mais tout simplement parce qu'au voisinage d'énormes masses, comme des galaxies ou des amas de galaxies, le trajet de la lumière est courbé. En fait, les galaxies se comportent comme des lentilles. Les lentilles que vous avez dans vos lunettes, ceux d'entre vous qui portent des lunettes, oui, ben, c'est simplement ces lentilles, ce qu'elles font, c'est qu'elles changent la direction de propagation de la lumière. Un faisceau de lumière qui va arriver sur une ligne droite vers la lentille de votre lunette, eh bien, ce faisceau va être dévié d'un certain angle qui dépend de la courbure de chacune des faces des lentilles de vos lunettes, qui dépend du matériau dans lequel les lentilles ont été faites. Vous connaissez cela, c'est une expérience que vous avez tous fait sans le savoir. Quand vous êtes allé au bord d'une rivière ou au bord d'un lac ou au bord de la mer, vous aviez un bâton dans la main et vous l'avez plongé dans l'eau. Vous avez eu l'impression que le bâton était cassé. Tout simplement parce que la vitesse de la lumière dans l'eau est inférieure à la vitesse de la lumière dans l'air et que donc ça lui prend plus de temps pour parcourir la même distance. C'est aussi un phénomène qui nous montre que les trajets de lumière ne sont pas aussi simples que ce que nous croyons. Eh bien, en tout cas, quand on regarde l'espace, c'est ce que l'on peut voir. Et alors, on va voir des milliers, des milliards d'objets célestes, et on les voit à une certaine position, mais le calcul de leur position réelle, même quand ils ne sont pas trop loin, eh bien, ça nécessite des calculs qui sont basés sur la fameuse théorie de la relativité d'Einstein. Et ce phénomène de lentille gravitationnelle, puisque c'est en fait le champ gravitationnel de cet objet massif qui courbe le trajet de la lumière. Oui, mais vraiment, vous avez un objet et la lumière ne va pas passer droit, elle va être courbée. Alors, quelquefois, elle va être courbée comme ça, quelquefois, elle va être courbée comme cela. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si la lumière arrive, si ça c'est mon objet, et que ma lumière arrive par ici, ben en fait, un phénomène qui est décrit par la théorie de la relativité, c'est que la lumière va passer d'un côté, elle va passer de l'autre côté, elle va être tellement
disons, perturbée, qu'elle va pouvoir suivre plusieurs trajets depuis cette source très très lointaine, au-delà de cette lentille gravitationnelle, et quand elle va arriver chez moi, de l'autre côté, eh bien, je vais la récupérer comme arrivant de plusieurs trajets différents. Et en fait, c'est ça ce que vous voyez là sur votre image. Vous avez quelque chose qui s'appelle une croix d'Einstein. Il avait prévu que ça devait exister. Eh bien, tout simplement, A, B, C et D représentent la même galaxie, qui est très loin. Vous avez une galaxie au milieu, qui est un cœur de galaxie, qui est là au milieu, qui est beaucoup plus proche de nous. Les 4 autres points sont, en fait, des taches de lumière qui proviennent de la même galaxie extrêmement lointaine et qui a été déformée par la lentille gravitationnelle qui était là au milieu. Ça aussi, ça a pu être observé et on a maintenant observé un certain nombre de choses de même genre dans l'espace. Il commence à se faire tard et nous sommes très très loin de terminer ce sujet et surtout que j'ai commencé avec des opinions de certains Talmidei Chachamim et autres, et je vois que je n'aurai pas la possibilité ce soir d'arriver au point auquel je veux arriver. On va donc laisser ça pour la semaine prochaine. Et nous essaierons de commencer au point où nous en sommes arrivés, et en particulier en laissant en suspens une question dont j'imagine que certains ont pu se dire, mais pourquoi est-ce que depuis les semaines qu'on voit des choses concernant la science, il ne nous en a pas encore parlé? Mais il y a 2 questions dont je n'ai pas parlé, je n'ai pas voulu y toucher. Eh bien, l'une d'entre elles, c'est la théorie de l'évolution. J'imagine que tout le monde a pensé à ça. C'est pas du tout un sujet qui va rentrer dans une description astronomique comme celle-là, mais l'âge du monde. Eh bien, on va encore continuer à faire l'impasse sur cette question-là pour l'instant, et on se contentera de regarder ce superbe diagramme qui décrit ce que les théories d'aujourd'hui nous disent on n'a pas le droit de dire la création du monde. Il y a certains scientifiques, en particulier dans certains milieux, dans certains mondes, et peu importe dans quel pays, si jamais on ose mettre quelque chose en question, on se fait incendier. Donc, je risque pas, en fait. Nous parlons par électrons interposés et par ondes. Alors, il faut savoir d'ailleurs que si vous pouvez m'entendre et si vous me recevez, c'est grâce à un certain nombre de satellites ou d'autres phénomènes qui sont aussi réglés par des conséquences de la théorie de la relativité, restreinte ou générale, peu importe. Mais enfin, sans théorie de la relativité, il faut savoir que nous ne pourrions pas fonctionner comme nous fonctionnons aujourd'hui. Il n'y aurait pas de satellite, pas de GPS, pas de téléphone cellulaire et encore tout un tas d'autres choses. Évidemment, il y a des gens qui vivent très bien en continuant à se déplacer avec des véhicules tirés par des chevaux. Enfin, on a quand même un petit peu changé, alors on pourra parler de ce genre de choses-là par la suite. Puis, il y a autre chose qui dépend aussi de l'exploration spatiale, c'est le téflon qui est dans votre poêle à frire. Ça, c'est une conséquence du programme Apollo. Enfin bon, revenons-en à ce que nous étions en train de dire. Le diagramme que vous avez sous les yeux est un diagramme qui décrit, depuis le moment du Big Bang, tout à fait sur la gauche, cet éclair extrêmement lumineux, l'évolution petit à petit jusqu'à nos jours, et le bord de cette espèce de vase, de cette espèce de haut-parleur que vous voyez là, le bord sur le côté droit est supposé représenter l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec une représentation d'un certain satellite dont je vous parlerai la semaine prochaine. Et ce que nous allons faire, c'est tout simplement nous quitter maintenant. Je vous laisse un petit peu en suspens, un petit peu comme ça, sur votre faim, j'imagine, mais on essaiera la semaine prochaine de voir un peu ce qui est décrit dans ce diagramme-là, de voir comment appliquer ce que je vous ai raconté avant à certaines observations très 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 récentes, et là j'aurais besoin de faire référence à des choses qui ont été publiées l'été dernier. Vous voyez, c'est très très récent, et à des recherches qui sont faites par des astronomes vivants aujourd'hui, certains dans la banlieue parisienne et d'autres, et de voir comment, eh bien, la pensée du Maharal et certaines choses que le Maharal nous a décrites et la pensée de ces astronomes et ce qu'ils sont en train de rechercher convergent de façon assez impressionnante. C'est un petit peu trop long pour les 3 minutes qui restent pour aujourd'hui, alors on va se contenter de cela. Restez avec la tête qui plane, même pas dans les nuages. On est bien au-delà même du système solaire.
On est quelque part là-bas dedans, dans cette création extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis sous les yeux et qui est tellement, tellement impressionnante et tellement belle. Alors bon, il faut le savoir. Ça m'arrive quelquefois que les amis soient obligés de me ramener sur Terre parce que la tête plane quelque part par là-bas. On aura l'occasion de reparler. Toda Rabba, merci beaucoup. C'est le moment s'il y a des questions. En attendant, moi j'aimerais dire une remarque. C'est souvent on pose la question, mais pourquoi le Mashiach ne vient pas de façon dévoilée, de façon aussi simple? Et d'après le cours que vous avez donné, j'aurais envie de répondre, les chemins de la lumière ne sont pas aussi simples que ça. Exactement. Et il faudra bien qu'on en arrive là, justement, à ce qu'on parle un petit peu de la lumière aussi d'une autre façon. Et je pense que vous avez raison dans votre remarque, parce qu'en définitive, l'appréhension que nous avons du monde, je ne parle pas d'appréhension au sens d'avoir peur, mais de pouvoir appréhender le monde, de pouvoir le comprendre, de pouvoir l'approcher, tout se fait exclusivement avec de la lumière. Puisque nous comprenons le monde, notre laboratoire est un laboratoire auquel nous n'avons pas accès. Ce n'est pas comme un laboratoire de médecine ou de biologie ou de chimie dans lequel nous pouvons avec nos mains toucher et reproduire les expériences. Mais là, c'est que nous ne pouvons rien toucher. Simplement, nous avons une possibilité de faire des observations extrêmement lointaines, et nous avons la nécessité de comprendre ces observations-là, de les interpréter. Et pour être sûr que ce que nous disons est correct, il faut que les théories puissent faire des prédictions d'autres choses. Donc il faut, en regardant ailleurs, voir que les phénomènes tels que nous les décrivons, effectivement, se présentent ailleurs dans l'univers, et donc on va pouvoir les retrouver. Et tout cela, on le voit à travers la lumière. Est-ce qu'il faut dire qu'il s'agit là de cette fameuse lumière que... Vous connaissez le Midrash? Quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, le premier jour, Vaïhi Or, oui, Fiat Lux, comme on dit vulgairement, et que la lumière soit, et la lumière fut. Et le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a vu tous les Réchaïm qu'il y aurait tout au long de l'histoire du monde, et donc cette lumière du début, il l'a cachée et conservée dans un coin, il l'a conservée soigneusement pour les tzadikim, les Atid Lavo. Or aujourd'hui, toute notre compréhension du monde provient de différentes sortes de lumière. Tous les rayonnements électromagnétiques, c'est de la lumière, simplement de la lumière pas forcément visible. L'infrarouge ou l'ultraviolet ou les rayons gamma, c'est simplement des rayonnements électromagnétiques comme la lumière visible dans d'autres longueurs d'onde. Donc en fait, c'est uniquement avec de la lumière qu'on le voit. Vaïhi Or, et Vaya'as la'em kotnot or vayal bishem. Quand Adam et Chava ont été chassés du paradis, du Gan Eden, Dieu leur a fait Vaya'as la'em kotnot or, il leur a fait des vêtements de peau. Oui, de la peau. Vayal bishem, il leur a mis un vêtement. Et puis les Chachamim nous disent Sefer Torah shel Rabbi Meir Matz'u Katuv Vaya'as la'em kotnot or, avec un Aleph. Il y a de quoi faire? Oui. Là aussi, je vous laisse sur votre fin. Merci beaucoup, c'est le cas de le dire pour ce shiur éblouissant. Et si Dieu veut, on se retrouvera la semaine prochaine et tous ensemble pour continuer le Bing Bang, etc. Si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, à votre famille, à vos amis. Les cours sont enregistrés, vous pouvez les retrouver sur lilmod.org. Merci à tous, Kol Tov et Shabbat Shalom. Merci à vous tous. Shabbat Shalom, Chodesh Tov U'Mvorach.